fois, bonjour Mbote Losako. J'espère que ça va très bien en cette journée, malgré cette période de coronavirus. Nous, à l'émission, on est là, question de vous garder de bonne humeur avec nos sujets, comme on dit, épicés. Aujourd'hui, nous recevons une dame. Elle est actuellement non loin de la capitale nationale. Elle s'active énormément. Elle est bloguiste aussi. Très intéressante, une grande intellectuelle, une intervenante. En fait, elle est avec nous, Madame Sylvestre Desrosiers. J'ai bien prononcé votre nom, Sylberte Desrosiers. Bonjour, Oui, merci d'être là. merci, bonjour et merci à vous de m'avoir invité. C'est bien ça, c'est Sylberte Desrosiers. Mais ne vous en faites pas, hein, la plupart des gens qui me rencontrent la première fois ne sont pas capables de prononcer mon nom. Donc Pourquoi? c'est correct. Pourquoi ils ne sont pas capables? Parce que c'est Donc, un nom, c'est un prénom qui n'est pas usuel. Parce que en fait, moi, j'en ai hérité parce que mes parents ont décidé d'être créatifs. Donc, ce sont les trois premières lettres du prénom de ma mère et les quatre dernières lettres du prénom de mon père. Et ils ont rajouté un E à la fin parce que j'étais une fille. Mais en faisant des ils sont recherches, j'ai créatifs. réalisé qu'on était deux au monde apparemment à avoir ce nom-là. Mais Wow. pourtant, quand je fais des recherches, apparemment, c'est un ancien québécois. Mais souvent, les noms, les gens le confondent avec Gilberte. Mais non, c'est bien Sylberte. Vous savez, vous avez un sourire qui met du soleil, qui apporte le soleil. Oh, C'est merci Non, beaucoup. mais c'est pas un compliment, c'est une vérité. Merci, merci, c'est gentil. Alors, on va parler de cette période de coronavirus, mais on va parler aussi, on avait de nombreux sujets quand même. Moi, je voulais vous entendre sur un autre sujet aussi qui touchait les élections américaines. Mais vous avez un CV pardon, qui est très pesant, qui est très lourd et très intéressant. Dites-moi, qui êtes-vous au juste? Qui êtes-vous précisément? Qui suis Ça, c'est la question à laquelle je ne suis jamais capable de répondre. C'est fou. Je travaille en communication et pourtant, c'est toujours la partie la plus difficile. Donc, pour commencer par le début, mon nom est Sylberte Desrosiers, comme vous l'avez mentionné. Je suis originaire de Montréal et j'ai déménagé depuis quelque temps dans la région de la capitale nationale. Au départ pour le travail, ensuite pour les études. Et finalement, j'ai décidé que pour la famille, c'était le meilleur endroit pour élever des enfants. J'ai un bac en rédaction professionnelle et avec une mineure en communication publique. Je suis également blogueuse engagée. Je travaille également avec mon mari qui est DJ depuis une vingtaine d'années. Je suis maman de 5 enfants. Je suis une épouse depuis 20 ans. Mon Dieu, quelle autre chose que je fais? Je suis aussi également directrice des communications pour une OBNL qui s'appelle Mission Entrepreneur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les femmes entrepreneurs d'ici au Canada à faire le pont avec les femmes d'Haïti principalement, vu que c'est de là que je viens, c'est de là que la fondatrice vient. Et ensuite, on va aller vers le Sénégal et vers les autres pays de la francophonie. Donc, c'est à peu près ce que je fais. J'ai aussi un parcours en psychologie et travail social. Et je me Ah, suis lancée récemment dans le coaching de vie. C'est à peu près ça en résumé. dites-moi, parmi les problèmes que nous vivons de nos jours, le monde est envahi de problèmes, le Covid, la Covid où est là et tout ça. Et en fait, sur le plan politique comme tel, on voit que le monde évolue, il bouge. Au sein, en fait, dans les pays africains comme tel, il y a beaucoup de changements. Les pays du Maghreb, l'Afrique du Nord, n'en parlons pas. Haïti, on suit un peu ce qui se passe, mais aussi nous-mêmes ici, dans les pays développés, au sein de la diaspora, il y a beaucoup de problèmes. Il y a ce qu'on appelle ce grand problème dont on a parlé beaucoup, de la discrimination raciale, et qui a pris vraiment toute une allure avec des décès que l'on trouvait absolument incroyables. Bref, il y a beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais vous emmener. Et vous êtes dans la capitale nationale, et là aussi, on parle beaucoup de criminalité. On parle beaucoup des Noirs qui sont impliqués dans toutes sortes de situations absolument incroyables. J'ai envie de vous poser la question, avant même de rentrer sur d'autres sujets. Dites-moi,
est-ce que nous, les Noirs, sommes-nous si violents que l'on peut dire? Non. Selon moi, non. Nous ne sommes pas Vous si avez violents. hésité. Vous avez hésité Valeur- avant de me répondre, ma chère sœur. Vous avez dit non. Ça veut dire que vous y pensez. Vous avez même un certain doute. Vous finissez même par vous-même, comme moi, croire que nous sommes réellement violents. Pourtant, En fait, pas du tout. La raison pour laquelle j'ai hésité, je vais vous le dire. Selon moi, non, les Noirs ne sont pas aussi violents qu'on voudrait le laisser croire. C'est sûr que dans toutes les communautés, il y a des gens, il y a des criminels de toutes les origines, il y a des malfaiteurs de toutes les origines, ça c'est sûr et certain. Mais on s'entend que les médias, ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on voit aux nouvelles, souvent l'image qu'on nous montre, c'est une image qui est très négative. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que les gens qui n'ont jamais nécessairement côtoyé la communauté noire, c'est l'image qu'ils voient et c'est ce qu'ils pensent. Maintenant, pourquoi j'ai hésité, c'est parce que, je vais vous dire, j'avais la discussion il n'y a pas longtemps avec mon mari, c'est que la violence, veut pas, elle vient de très loin. Okay? Donc, si on part de l'époque de l'esclavage, si on parle ensuite de tout ce qui s'est passé, non seulement aux États-Unis, mais également au Canada, on est, si on veut, habitué à la violence. Mais pourquoi j'ai hésité, c'est parce que nous-mêmes, chez nous, on a un côté violent que j'essaie en fait souvent dans mes discussions d'essayer d'éradiquer. Je vous donne un exemple, les corrections qu'on inflige à nos enfants. Okay? Moi, je suis totalement contre les corrections corporelles. Je ne dis pas de ne pas discipliner les enfants, c'est pas ça du tout. Mais les corrections, moi, je trouve que parfois, elles vont à l'extrême. Et malheureusement, ça, c'est bien sûr, c'est ma perception. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis. C'est que souvent, on apprend à l'enfant à se soumettre à l'autorité et on ne lui apprend pas à nécessairement exprimer son point de vue. Si je vous donne un exemple, dans la communauté haïtienne, exemple, si quand un adulte parle, on se tait tout simplement. Sinon, il y a des répercussions. Mais je trouve que ces enfants-là, souvent, dans la société, on va le voir aussi. Donc, il y a des gens à qui on empêche de parler. Exemple, comme je vous disais tantôt, tu t'assois, tu te tais, c'est moi qui est l'adulte. J'ai dit ci, j'ai dit ça, tu fais ça. Donc, ça emmène souvent un comportement qu'on va voir plus tard en société. je vous arrête 2 petites, disons, secondes. Il y a de nombreux Québécois, Africains et autres qui nous suivent actuellement. Je vais parler ici des Québécois, pur laine. Au Québec, Mm ici, -hmm. dans les années 30, dans les années 40, les parents frappaient leurs enfants, les hommes. Ils recevaient une fessée. Mais alors, ils recevaient toute une. Alors, toute une. J'ai même appris qu'il y avait des parents qui enlevaient leur ceinture et qui tabassaient leur garçon, fils, qui avait déconné avec la ceinture. C'était connu ici. Les enfants étudiaient dans les écoles catholiques, chez les prêtres, qui étaient très sévères, chez les religieuses. Il y en a qui ont été même marqués, très marqués par cela. Ça a fait des avocats, ça a fait des médecins, ça a fait des psychologues, ça a fait des parents très équilibrés qui n'ont jamais frappé leurs enfants. Et même, pire que ça a fait des parents qui ne veulent pas justement frapper leurs enfants, qui parlent plus d'une société pacifique. Ma question est celle-ci. La violence dans l'éducation, c'est pas seulement noir, puisque les Occidentaux frappaient déjà leurs enfants dans leurs éducations comme telles. 2, est-ce que le fait de cibler la violence comme étant un élément qui pousse les Noirs à être violents ou encore qui déduit que nous avons de la violence en nous comme tel, est-ce que c'est pas un petit peu fausser la chose ou aller plutôt dans la mentalité occidentale qui veut justement que l'on perçoive les Noirs tels quels, d'après vous? Ben, en fait, non, c'est comme je disais, la violence qu'on voit à la télévision, comme je dis, c'est l'image qu'on a des Noirs. Donc, comme je dis, si vous regardez la télévision, surtout au Québec, OK, combien d'émissions que vous avez regardées, que vous avez vues, qui avaient un Noir comme acteur principal? Souvent, le rôle qu'on va nous donner, ce sont des rôles de gang de rue. On va avoir des rôles de second plan. Donc, c'est par rapport à ça. Moi, l'autre chose que je vous disais, c'est quand vous m'avez demandé pourquoi j'ai hésité, parce que je trouve un peu
là, je vais aller loin, là, mais si on peut, à la limite de l'hypocrisie, les Noirs qui disent que les Noirs se font maltraiter au dehors, alors qu'eux-mêmes maltraitent les Noirs, à, maltraitent leurs propres enfants à l'intérieur de la maison. Donc, c'était vraiment, je voulais Mhm. clarifier ça. Donc, Oui. oui, la correction corporelle, c'est partout. C'est comme je disais, c'est partout. Maintenant, est-ce que vraiment c'est prouvé que c'est parce qu'on a été corrigé à l'extrême qu'on est devenu avocat, qu'on est devenu médecin, qu'on est devenu si? Moi, personnellement, je n'y crois pas. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai vécu les corrections à l'extrême et je ne pense pas que ça fait de moi une meilleure personne. Ce que ça fait, par contre, c'est que moi, je suis contre. Parce que je ne crois pas en cette façon de corriger mes enfants. Je crois plutôt Mhm. au dialogue. Donc, moi, j'y vais plutôt de façon bienveillante. Donc, on essaie de trouver la solution plutôt que de s'attarder sur le problème. Exemple, si mon enfant vient et qu'il a fait une bêtise, je ne vais pas tout de suite me fâcher sur lui et me défouler sur lui comme la plupart des parents ont fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais Mhm. essayer de chercher pourquoi. On va s'asseoir ensemble, on va discuter pour savoir comment est-ce qu'on peut enrayer ce comportement-là chez lui. Donc, c'est vraiment, Tout à comme je vous l'heure, dis, je voulais vraiment clarifier. Tout à l'heure, vous avez parlé ici dans la communication, j'ai retenu entre parents-enfants, vous dites, lorsque les parents parlent, tu te la fermes, hein, tu te tais carrément. Et ça, c'est bizarre parce que même en Afrique, enfin, je vais pas non plus généraliser, mais là où moi j'ai vécu, un petit peu là où, quand c'est du moins ce que moi j'ai connu aussi, dans la forme même d'éducation, lorsque les adultes parlent, lorsque le parent parle, tu te la fermes et tu écoutes, tu ne l'interromps surtout pas, tu n'oses surtout pas, encore moins d'y répondre. Tu prends ce qui a été dit et tu dégages poliment, que ça fasse ton affaire ou pas. Mais dites-moi, aujourd'hui, un peu partout, on a constaté que les choses ont changé quand même. Le monde évolue. On a compris que l'enfant comprend. L'enfant comprend. Il y a des gens qui sont têtus, et ça, c'est à tout âge. Mais le fait d'être têtu, c'est pas le fait qu'on est enfant. L'enfant comprend. Même les animaux comprennent lorsqu'on leur parle. L'enfant comprend. Donc, il n'est pas nécessaire d'utiliser, en fait, la force physique. Mais aujourd'hui, quand on observe notre monde, on observe le monde occidental particulièrement, on a tendance à se dire, oui, mais d'accord, est-ce que ça n'enlève pas une forme de discipline auprès des êtres humains que nous sommes? Le respect comme tel, l'écoute comme tel. Par exemple, je m'arrête ici, en période de pandémie, on est en période de pandémie, on constate qu'il y a certains peuples qui sont un peu plus disciplinés que d'autres. L'on constate que les autorités doivent répéter, parler, faire des choses parce que, bon, la population réagit différemment. J'aimerais connaître votre commentaire par rapport à cela. Pour des Africains qui viennent ici, ou pour des étrangers, quand ils observent, ils voient les gens manifester, ils disent, mais ces gens, ils sont au ciel, ils sont bien, ils sont très bien. Le gouvernement ne fait rien, on les laisse, ils peuvent manifester. Vive la démocratie. Vous, qu'est-ce que vous répondez à cela? Ah, mon Dieu, cette question pourrait se répondre en tellement de volets. Mais Raison pour je vais vous laquelle je dire, voulais poser, on vous personnellement, laisse différentes avenues. ce que je vous dirais, c'est que c'est vraiment personnel. Vous savez qu'on dit l'éducation commence à la maison. C'est vraiment cela. OK? Il y a des peuples que vous allez voir qui vont être plus respectueux des lois. C'est probablement parce que c'est ainsi qu'on les a élevés. Maintenant, l'autre chose aussi, malheureusement, c'est que avec le confinement, les gens ont plus de temps. Donc, en ayant plus de temps, ils sont plus souvent sur les réseaux sociaux. En étant plus souvent sur les réseaux sociaux, on a plus accès à de la fausse information. On a plus accès à des gens qui veulent se rebeller. On a plus accès à de l'information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas nécessairement vérifiable. Donc, quelqu'un qui, à la base, écouterait les lois, à un moment donné, dans le confinement, ça a changé. Parce que plus on a accès à des fausses nouvelles, exemple, quand les gens disent le coronavirus, ah, c'est pas réel, ça n'existe pas, ça n'atteint que les autres, la mentalité change. Donc, malheureusement, la société en est pour beaucoup dans l'influence du comportement chez plusieurs personnes. Si je prends mon exemple à moi, je vais vous dire, mes enfants, pendant le coronavirus, le comportement n'a pas nécessairement changé. Pourquoi leur comportement n'a pas changé? Parce que moi-même, je n'ai pas changé.
Donc, j'étais pas plus souvent sur les réseaux sociaux. J'ai appris à faire la différence. OK, donc cette information-là, ce n'est pas nécessairement de la bonne information. Et comment ça s'appelle, je ne vais pas nécessairement colporter des choses qui, je sais, ne sont pas réelles. Donc, mes enfants n'ont pas nécessairement accès à, comme je dis, à un parent qui est influencé par les médias Oui, sociaux. oui, Pourquoi je vous dis ça? oui, C'est parce oui, que, je vous donne un exemple, dans les cours d'école aujourd'hui, malheureusement, la plupart des enfants ont été affectés par ça. Donc, on n'a plus les enfants qu'on avait au mois de mars. Donc, mes enfants me racontent des choses qui se passent dans les écoles et c'est désolant parce que personne n'a pensé à justement s'occuper de la santé mentale des enfants. Comprenez? Donc, l'accès à la fausse information, comme je vous disais, le fait que les parents sont tout le temps sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont plus de temps, oui. ils ont accès à des informations qui sont, euh, qui sont fausses, si on veut. Donc, ça change le comportement de la personne, ça atteint le moral, ça atteint l'énergie, ça change la façon de voir. Et ça, c'est ce qui est déteint sur les enfants aussi. Donc, c'est ce qu'on va voir Lorsque, à lorsque vous l'extérieur. C'est ce qu'on parlez va de voir. santé mentale, lorsque vous parlez de santé Mhm. mentale des enfants dans les écoles, il me semblait que dans les différentes écoles modernes, il existe des professionnels, ce que moi j'appelle des psychologues et autres qui sont là, ou en fait des psycho-éducateurs aussi, en fait tout ce qui est travailleurs spécialisés dans le domaine, dans le domaine mental, ce que moi je croyais. Est-ce que c'est faux? Il y en a, mais ces gens-là sont débordés. Parce que déjà avant le coronavirus, ils étaient débordés. Donc, quand on rajoute le facteur crise coronavirus en plus à ces gens-là, ça met eux-mêmes ont une charge mentale qui est plus élevée. Donc, le soutien qu'ils pourraient apporter aux enfants n'est pas le même. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a plusieurs écoles, qu'il n'y a pas de professionnels disponibles. Ou si le professionnel était disponible pendant 1 heure au mois de mars, aujourd'hui, il est disponible que 20 minutes ou que 10 minutes. Donc, il n'a pas nécessairement le temps de s'attarder avec chaque enfant. Donc, en plus, avec les différentes règles sanitaires, ils n'ont pas nécessairement ils n'ont pas les ressources pour justement s'asseoir avec les enfants pour comprendre ce qui se passe. Encore une fois, ça devrait être fait à la maison. Mais est-ce que les parents, encore une fois, ont les ressources à leur portée? Est-ce qu'ils ont ces notions-là? Est-ce qu'ils ont conscience que justement les enfants vivent la crise aussi? Parce que nous, on a tendance à dire, écoute, moi, j'ai pas de travail, c'est moi qui m'occupe des factures à la maison, donc c'est moi, et c'est moi qui ai les problèmes. Mais les gens ne réalisent pas que l'enfant qui est avec nous, automatiquement, ce qu'on vit va déteindre sur eux. Donc, si nous, en tant que Oui, parents, on n'a oui. pas le temps, si les professionnels à l'école n'ont pas le temps, alors imaginez-vous comment le mental de ces enfants-là se porte. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Vous avez suivi, comme nous tous, ce grand débat historique impliquant des leaders qui se présentent dans la politique, plus précisément à la présidence des États-Unis. Vous avez suivi, comme nous tous, ce débat absolument incroyable. J'aimerais connaître ici nos téléspectateurs qui vous regardent et qui vous suivent en tant que femme noire, votre point de vue par rapport à ce qui s'est dit, l'essentiel de ce que vous avez retenu et ce qui vous a frappé. Je vais vous dire, j'ai écouté le débat un peu comme tout le monde. Ok, Est-ce que je l'ai écouté vraiment? Non, je l'ai plus entendu qu'écouté parce qu'à un moment donné, je me demandais qu'est-ce qui se passait devant moi parce que c'était pas un débat. Un débat, c'est vraiment un échange d'idées et on en ressort avec de l'information pertinente qui nous aide à aller voter plus tard. Personnellement, moi, si j'étais américaine, je ne saurais toujours pas pour qui voter. Si on regarde Trump, lui, il n'a pas nécessairement répondu aux questions. Il faisait que critiquer le travail de Biden. Il faisait justement qu'attaquer la personne au lieu d'attaquer la situation. Biden, lui, il a utilisé ses dons d'orateur. Donc, on voit un peu l'influence Obama. OK? Donc, souvent, il regardait la caméra, il parlait directement aux gens, il allait voir, comment ça s'appelle, il faisait appel aux émotions des gens.
Donc, moi, personnellement, en tant que femme noire, je ne suis pas convaincue. OK? Je ne suis pas convaincue. Oui, Biden semble vouloir apporter des changements, mais est-ce qu'il va le faire vraiment? Pas nécessairement. Euh, Trump, lui, Trump, pour de vrai, je ne sais même pas s'il voit d'autres que lui-même. Parce que si on écoute le débat, il passe son temps finalement. D'ailleurs, il ne regarde même pas la caméra déjà, il ne nous implique pas dans ce qu'il dit. Et en plus, on voit que quand il parle plus de les gens me félicitent pour le travail que je fais, je suis ci, je suis ça. Donc, il pense plus à sa personne. Donc, est-ce que ça va changer de son côté? Je ne crois pas non plus. Parce que justement, je me souviens d'une partie du débat où est-ce que Biden disait justement qu'il est allé voir les gens et au lieu d'apporter son support, d'apporter son réconfort aux familles noires qui étaient éplorées, ce qu'il va dire, c'est ah ben il y a des mauvaises personnes des deux côtés. C'est pas nécessairement ce qu'on veut entendre et c'est pas nécessairement la bonne approche non plus. Donc comme je vous dis, c'était un gros show de fumée comme on dit par chez nous. Ok, c'était de la télévision hollywoodienne, à savoir pour qui on va voter pour le moins pire des deux. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Alors, j'ai envie de vous poser ma toute dernière question. Ma toute dernière. Ce n'est pas une question piège. Oui. Parce que moi, j'ai ma réponse. J'espère que je me trompe. Qui, selon vous, OK. sera le prochain président des États-Unis? Euh, Moi, personnellement, je vais vous le dire, j'espère que ce soit Biden, parce que comme je vous dis, c'est le moins pire des deux. Mais il y a de très fortes chances que ce soit Trump. Pourquoi? Parce que les gens voient chez lui quelqu'un avec un franc-parler. Parce qu'on comprend que Trump est habitué aux téléréalités. Donc, pour lui, c'est du franc-parler. Être direct, elle, à la limite de l'arrogance, pour lui, c'est bien. Et la plupart des Américains qui le suivent, c'est ce qu'ils veulent. Donc, pour lui, ils disent que son côté businessman va faire qu'il va arranger l'économie en 2 temps, 3 mouvements. Donc, ils sont prêts à excuser tout le côté arrogant, tout le côté mauvais, si on veut, de sa personnalité pour voir si vraiment il va pouvoir réaliser ses promesses. Donc, malheureusement, en plus, avec les réseaux sociaux, les pro-Trump font beaucoup, mais beaucoup de bruit. Donc, il y a de fortes chances que ce soit lui qui gagne encore une fois. Et en plus, avec la maladie, bon, je ne veux pas dire que c'était pas vrai son histoire, parce qu'on ne sait jamais avec la télévision, mais il y en a beaucoup qui peuvent dire, ah, vu qu'il a justement surmonté le coronavirus, c'est un héros dont tout le monde a besoin. On connaît les Américains. Si on regarde les films américains, c'est toujours comme ça. L'Amérique